monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est la journée internationale de la francophonie ce mardi 20 mars. Langue française, notre trait d'union pour agir. C'est le thème de cette édition. Et pour l'événement, une quinzaine de francophonies est organisée. Ce 20 mars, le conte est également à l'honneur. Quelques acteurs culturels rencontrés nous en parlent. Et puis, la motion de suspension de l'intersyndicale de la maternelle et du primaire intervenue hier est contestée par la base. Et les écoles donc sont toujours désertes. L'intersyndicale de la maternelle et du primaire a ce lundi publié une motion informant de la levée de la motion de grève. Donc la base ne se reconnaît pas à travers cette décision, affirme donc le porte-parole du Front pour le primaire dans le Borgou. Au lendemain de cette décision, les écoles sont toujours désertes. Constat, Léon Baton-Héros et Makar Kakou. École primaire publique de Ouagadougou ce mardi matin. L'établissement présente un triste visage. Les classes sont entièrement fermées. Pas de mouvement humain depuis des jours. La décision de suspension de grève de l'intersyndicale de la maternelle et du primaire, avec invitation faite aux enseignants d'être en poste dès ce mardi, n'a aucun effet ici, dans cette école où officie le porte-parole du Front pour le primaire dans le Borgou. La grève se poursuit parce que c'est un groupuscule réduit à eux-mêmes qui a fait une suspension pour des 10 avancées. C'est eux seuls qui savent ce qu'ils mettent dans avancées. C'est eux seuls qui apprécient. Et d'ailleurs, dans la déontologie du syndicat, quand des mouvements sont lancés, les mouvements sont lancés avec les militants à la base. Et quand on est satisfait, c'est à la base, quand il y a eu des avancées ou si des points sont satisfaits, c'est à la base qu'on revient et on apprécie les avancées avec la base. Et c'est à la base de donner la conduite à suivre. Quelques jours plus tôt, vendredi 16 mars dernier, la base dans le Borgou a décidé à l'école primaire publique OCBN de la poursuite du mouvement de grève. Les militants ont demandé de la poursuite des mouvements de grève. Et c'est ce qui se passe maintenant. Si vous allez dans les écoles, vous allez voir. D'ailleurs, hier, vous avez constaté que les écoles et collèges étaient fermés hermétiquement. C'est plutôt formel. À l'école primaire publique Bioguera 3, tout est fermé, ce depuis le portail. Au complexe d'école centre aussi, aucun signe d'enseignant ni d'écolier. Des salles fermées vous accueillent. L'école béninoise reprendra-t-elle vie normale de sitôt si l'on condamne encore l'annonce d'une levée de grève? Nous sommes des patriotes et nous voulons un mieux-être pour l'école béninoise. C'est pourquoi tout ce que nous sommes en train de demander, c'est pour de meilleures conditions de vie et de travail de ceux-là qui forment l'élite de demain. Donc, nous sommes plus patriotes que ceux qui ont sacrifié les enfants pendant 2 mois et sans rien venir présenter à la base, restent au sommet et décrètent une suspension. Ça, c'est un crime. Nous sommes sereins et nous voudrions appeler tous les enseignants en lutte à ne pas écouter ce que ceux-là ils sont en train de dire. Situation de bruit dans l'éducation et même dans le mouvement syndical. Élèves, parents d'élèves et responsables des établissements privés continuent leur prière et gardent l'espoir que l'année scolaire sera sauvée même à la dernière minute. Dans presque tous les coins de rue, les agences de transfert d'argent facilitent les transactions financières. Un nouveau système de transfert que beaucoup préfèrent au détriment des banques pour diverses raisons. Nous dit ici Samson Cabral. Suivez. C'est par rapport à même la manière d'accueillir les clients qu'on arrive à faire beaucoup de recettes. Elles sont désormais présentes dans tous les coins de rue. Ces agences de transfert d'argent agréées par les réseaux de communication. Des transactions financières s'opèrent sans grande difficulté via le téléphone portable. Je trouve qu'aller à la banque, faire la queue, leur prendre du temps, signer les tas de papiers, bon. Vous connaissez tous nos parents qui n'ont pas pu tout été à l'école là. Bon, ils peuvent, quand ils viennent automatiquement pour faire leur opération, en moins de 2 minutes, si c'est trop, c'est 2 minutes, au plus 1 minute, le client est déjà satisfait
et il part pour vaquer à ses occupations. Ça nous facilite de faire des petits achats, des imprévus quoi. Par exemple, actuellement, je veux payer à la pharmacie, on m'a appelé de la maison, je n'avais rien sur moi. Bon, grâce à mon compte, j'ai fait le retrait pour aller faire des achats. Voilà, c'est les avantages. Beaucoup de personnes préfèrent ces agences de transfert d'argent aux banques, non seulement à cause de la fluidité des opérations, mais aussi et surtout à cause de leur proximité avec la clientèle. Je suis un peu habitué à ces banques, mais les rangs nous prennent le temps. Voilà, ici, avec 5 minutes, tu as fini. Pour aller rester dans la queue à la banque, ça nous prend le temps. La première opportunité, c'est le temps. Nous gagnons le temps et nous gagnons aussi en deuxième position en sécurité. C'est-à-dire que je peux avoir de l'argent sur moi sans avoir l'espèce. Et puisque tu veux payer quelque chose, tu payes rapidement. Et maintenant, en troisième position, le confort et puis la beauté même de la chose. C'est pratique, c'est-à-dire que même si c'est un petit montant, tu peux prendre ça sans avoir honte. 5 000, 2 000, 3 000, ça passe. Donc moi je vois que c'est la proximité, le nombre de guichets que ces réseaux ont installés sur le temps du territoire, ça fait qu'ils sont plus rapprochés de la population. Donc c'est-à-dire que quand on dit l'administration vers l'administré, ils ont réussi ce coup-là. Donc dans tous les coins de rue, on peut trouver, même dans les détaillants, les boutiques, il y en a. Donc c'est plus facile. Cependant, l'activité n'est pas sans risque pour les agents commerciaux. Parfois, il y a de ces clients qui viennent et qui sont peut-être suivis par des gaiemans et ils viennent nous disent de faire un dépôt. Mais nous, avant de faire le dépôt, on encaisse l'argent. Et quand ils refusent de nous remettre de l'argent, on essaye de leur confirmer vraiment que le dépôt est parti. Et après, on leur demande l'argent, ils disent qu'ils sont suivis par des gaiemans. Des fois, le réseau balance. Et quand vous ne faites pas attention, vous pouvez envoyer 2 fois l'argent sur un numéro. Et quand des fois aussi le client donne mal le numéro, vous pouvez envoyer l'argent sur un mauvais numéro. En vérifiant, on se rend compte que peut-être il a oublié, au lieu d'un chiffre, il a dit autre chiffre. Donc de là, la première solution qui se présente, on appelle le call center. Donc quand on appelle le call center se charge de bloquer le compte, de l'intéresser. Et quand le compte est bloqué quelques jours, souvent c'est une semaine, et l'argent revient encore dans notre compte. Donc quand on appelle déjà le call center et que le call center se charge de ça, nous on paye le client ou bien on refait l'opération au client. Il y a des clients qui viennent, des clients malhonnêtes qui pensent pouvoir utiliser la faiblesse des réseaux pour abuser de notre travail. Ils viennent souvent dire que l'opération qu'on a fait n'est pas allée. Quand c'est comme ça, on appelle directement le service client, on donne le numéro, la date à laquelle on a fait le dépôt et depuis le service, on contrôle. Si effectivement l'argent est parti, on lui donne la confirmation, l'heure, à la seconde à laquelle et le jour, l'argent est parti. Si effectivement le compte n'a pas eu de mouvement ce jour, on reprend l'opération, le client est remboursé. Il va sans dire que les transactions sont transparentes et sécurisées. C'est souvent sécurisé parce que si la personne n'a pas accès à votre code PIN, il ne peut pas quand même retirer de l'argent. C'est pour ça qu'on dit le code PIN, c'est une seule personne qui peut garder son propre code PIN et ne pas publier ça aussi. C'est souvent bon parce que partout où besoin vous prend, vous pouvez retirer l'argent. Par contre, certaines inquiétudes subsistent dans le rang des clients. Au cas où si tu as de l'argent sur ton compte, c'est toi seul qui connais le code et que fortuitement, on ne souhaite pas que tu fais un accident et que tu disparaissais. Et comment les progénitures, les enfants peuvent savoir que papa ou maman a tel montant sur son compte et comment retrouver cette trace. Donc je me pose beaucoup la question. Donc du coup, quand j'ai de l'argent dans mon compte, sur mon portable, je crains. Je me dis à tout moment, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois souffler le code là à ma femme ou bien mon enfant à qui j'ai confiance? Donc, on dit c'est secret. Je ne sais pas si ils peuvent réfléchir aussi à ça. La prolifération des agences de transfert d'argent facilite non seulement les opérations financières, mais contribue également à la réduction du taux de chômage des diplômés sans emploi. Il n'y a que cette activité actuellement qui m'aide à m'occuper et aussi à mettre en pratique ce que j'ai appris. Voilà, donc c'est même pour trouver le stage aussi dans la fonction publique ou un peu partout, c'est difficile. J'aimerais aussi un jour avoir une grande agence
et être le PDG et avoir des employés. On établit à présent la liaison avec Cotonou. Emion Malipunto, bonsoir. Bonsoir Gwenel aussi, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue pour la suite de ce journal. Depuis Cotonou, 20 mars, journée internationale de la francophonie, thème retenu cette année, langue française, notre trait d'union pour agir. Le Bénin n'est pas en marge de la commémoration de l'édition 2018. Il est initié comme de coutume une quinzaine de la francophonie. Peko Mamer Aladaye et Chabel Kiki ont rencontré le secrétaire général de la commission nationale permanente de la francophonie. Le professeur Adolphe Kwachavi parle du thème du jour et du sens que revêt la GIF, images et son. Le thème de cette journée, c'est langue française, notre trait d'union pour agir. Nous avons en commun cette langue-là, qui est notre langue maternelle, notre langue de travail, notre langue de formation, notre langue pour les affaires, la langue de communication, etc., etc. C'est ça le trait d'union. 84 pays ont ensemble un certain nombre de défis aujourd'hui à relever. Défis de la mondialisation, défis du terrorisme, défis économiques. Donc c'est ça notre trait d'union, nous devons nous mettre ensemble. Aucun pays seul aujourd'hui ne peut faire face à ces défis. Il faudrait que nous nous mettions ensemble, il faudrait que nous mutualisions nos expériences, il faudrait que nous mutualisions nos expertises, il faudrait que nous mutualisions tout ce que nous avons comme savoir et savoir-faire dans cet espace francophone pour peser, pour faire face aux grands défis du développement aujourd'hui. Les questions de l'emploi, de l'employabilité, de l'entrepreneuriat des jeunes, c'est un trait d'union à tous les pays, mais aucun pays ne peut y faire face seul. Il faudrait que nous nous mettions absolument ensemble. C'est ça le trait d'union entre nous, c'est ça le trait d'union pour agir ensemble, pour faire face à ces différents défis. Depuis, disons, 1999, où nous avons commencé par célébrer la journée internationale de la francophonie au Bénin, nous organisons ces manifestations sous forme de quinzaine de la francophonie. Parce que la journée de la francophonie ne se limite pas seulement au 20 mars. D'ailleurs, nous avions déjà commencé depuis le 15 mars dernier. Les activités ou les manifestations qui sont prévues, il y en a une vingtaine qui sont prévues sur l'ensemble du territoire national. C'est à la fois des activités culturelles, des activités de promotion de la langue française, des activités scientifiques, des activités sportives et puis des activités de solidarité aussi envers les groupes vulnérables. Donc le 15 mars dernier, au ministère des Affaires étrangères, nous avons procédé au lancement de la quinzaine de la francophonie. Il y a deux chose importante. La première chose, c'est que le ministre des Affaires étrangères profite de cette occasion pour faire le point de la coopération entre le Bénin et l'Organisation internationale de la francophonie, pour faire la visibilité sur tout ce que nous avions fait, tout ce que nous projetons, ce que nous projetons de faire avec la francophonie les années à venir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très importante, c'est cette année, c'est que nous avions fait une conférence, nous avons essayé d'initier une conférence de lancement qui a été donnée par le bâtonnier Jacques Migan, que vous connaissez très bien. Francophonie et consolidation de l'état de droit, quelles sont les implications pour la coopération internationale? Donc c'est cette conférence-là qui a permis de lancer les activités. J'avais oublié de dire que, en fait, dans le cadre du jeu concours promotion de l'excellence dans les lycées et collèges du Bénin, et que la phase finale a eu lieu le samedi dernier déjà. Donc nous nous apprêtons pour aller à Niamey pour la phase internationale. Et je dois vous dire que le Bénin a déjà sélectionné ses 14 lauréats de par promotion de la 6e jusqu'en terminale. Donc nous allons nous retrouver bientôt à Niamey pour la compétition internationale. Souhaitez-nous bonne chance pour que nous revenions avec les prix. Alors je souhaite à toute la communauté francophone une excellente fête de la francophonie. À très bientôt. D'une célébration à une autre, aujourd'hui 20 mars, c'est aussi la journée mondiale du conte. Les années passent et le conte devient presque inexistant au Bénin. Les programmes télévisuels et les défis du progrès social auquel l'homme est confronté mettent à mal le développement de ce art éducatif et distractif. L'état de lieu du conte et sa probable modernisation, c'est avec Maro Fabiola Boussari, René Arrossi.
Il était une fois mon pays, ma nation, dans la Gadoue. Et c'est ainsi que depuis des années, le conte débute et se raconte. Des histoires de fées se transmettent de bouche à oreille et de génération en génération. Au clair de lune, dans les salles de cinéma ou encore au théâtre, le récit du conte a un but de divertissement, mais aussi et surtout d'éducation des jeunes à une prise de conscience sur différents faits de la société. Avec la modernisation grandissante, le conte va bien au-delà de son aspect oral, distractif et éducatif. Le conte est d'abord et avant tout un récit imaginaire. C'est le fait de raconter des choses qui n'ont jamais existé, mais qu'on croit pouvoir exister pour aider à la prise de conscience, pour aider à la rénovation de la morale dans une communauté. Il peut être aussi écrit ou transcrit, il peut être dessiné et il peut avoir multiples formes, pourvu que ça rentre dans une dynamique d'appel à ce qu'on appelle en formation dramatique ou dramaturgique l'image mentale. Donc le conte fait appel à l'image mentale. Lorsqu'on dit par exemple le conte s'envole, vole, roule et tombe dans un village où il y a des hommes sans âge. Lorsque je suis en train de raconter cette histoire, vous allez voir que chacun à son niveau serait en train de dessiner dans sa tête ce vieillard avec la barbe. Il est de nos jours très rare de surprendre des soirées éveillées contes. Ces dernières n'existent pratiquement plus, ceci pour plusieurs raisons que justifient les professionnels de l'art. La cause de ce phénomène de disparition, de tentative de disparition du conte, vient dans le développement d'abord de la télévision. Le développement de la télévision avec les programmes télévisuels qu'on propose aux gens. Et ces derniers temps, ça devient plus grave avec le développement du numérique. Quand vous rentrez dans nos villages encore existants, vous sentez des vestiges, des survivances de ces veillées de contes. Mais à Cotonou et dans nos grandes villes, ça recule parce que l'espace n'a pas intégré qui nous sommes. L'urbanisation n'a pas intégré qui nous sommes. Parce que qui nous sommes, c'est aussi un pan, les veillées de contes. L'homme également étant pris dans la violente tempête du progrès social, perd progressivement l'intérêt de ce loisir. L'homme d'aujourd'hui, harcelé économiquement, est devant faire des efforts pour être responsable, devant son ménage, devant la belle famille, sacrifie ce loisir. Les gens ne vont même plus dans les salles pour les regarder, des films ou du conte ou du spectacle de conte et autres. Mais bon, voilà, l'éducation est à réinventer. Le retour à la tradition est une chose à recréer. Sous quel aspect donc recréer et redonner vie au conte, élément phare du développement culturel? Ce qui est créé comme média qui lutte contre la résistance du conte, qui est la télévision et le cinéma, les cinéastes peuvent mettre cela à leur profit pour transformer ce qui est un problème en un avantage indéniable. Nous devons faire ainsi. Et donc utiliser la télévision comme canal pour à nouveau donner vie au conte. Utiliser la radio comme canal pour à nouveau donner vie au conte, parce qu'ils sont par excellence, la radio et la télévision, des canaux oraux. Mais ça, c'est l'État qui prend engagement, il prend date. Le conte disparaît pour laisser place aux telenovelas imposées par l'avancée des nouvelles technologies, de même qu'un désintérêt se remarque en raison des différentes charges du progrès qui incombent à l'homme. Mais il est important de revenir à la tradition en modernisant l'art pour l'insérer dans les divers canaux que proposent les technologies nouvelles afin de promouvoir notre culture, élément important de développement. Je préfère 1000 fois mourir que de t'épouser, toi.
page éducation donc de cette intervention, le syndicat national des enseignants vacataires du Bénin, entendé Cinevab, est en grève de 96 heures par tacite reconduction. Malgré donc leur rencontre avec le gouvernement le week-end dernier, ils ont maintenu leur motion. C'est ce que nous explique Silver Adjaouto, membre donc du dit syndicat interrogé par Émeric Okupeli. Lazare Honza. Les enseignants vacataires constituent la plus grande masse au niveau de l'effectif des enseignants aujourd'hui. Novembre 2017, le 16 et 17 précisément, nous étions en mouvement de grève pour demander une augmentation du taux horaire. Depuis 2003, nous sommes à 1500 francs l'heure. Et le ministre nous a reçus en son temps et il a demandé à ce qu'une commission soit mise en place pour étudier la faisabilité. La commission a travaillé, a déposé son rapport en décembre. Et au lendemain de cette rencontre, on était en congé de fête quand on nous a appelés expressément pour venir fournir les relevés d'identité bancaire. Ça veut dire quoi? Que nos salaires bientôt seront bancarisés. Et nous avons fourni les dossiers. Ça veut dire quoi? Nous demandons une augmentation et à défaut de nous accorder une augmentation, on nous affame parce que le peu qu'on a fait même, on est incapable de nous le payer. Alors le ministre, quand il nous a rencontrés, puisque nous avons eu une rencontre avec lui le lundi dernier entre responsables syndicaux, et à cette rencontre-là, il a expliqué les difficultés du gouvernement à pouvoir prendre des engagements financiers en ce moment. Mais qu'est-ce qui tarde le paiement de nos primes? Ils ont dit que certains de nos collègues ne remettent pas les dossiers à temps, mais c'est faux. Depuis décembre que nous avons commencé ce processus de bancarisation, à la fin de chaque mois, nous fournissons photocopie de RIB, relevé d'identité bancaire, photocopie carte d'identité, photocopie des pages de cahiers de test. À chaque fin du mois, nous fournissons ça. Alors que nous sommes dans une administration qui, entre griffes, on me dit que cette administration est informatisée. Chaque fin du mois, il faut qu'on fournisse ça. Que ça aille au ministère des Finances, que ceux-là traitent avant de faire les positionnements dans les banques. Nous allons dans les mêmes marchés. Tous les secteurs d'activité ont connu d'augmentation. Nous, les vacataires, on est restés à 1500 francs. Et c'est récemment que nous avons pu obtenir, par la première motion, la prise en charge sanitaire. Sinon, entre-temps, on ne nous reconnaissait pas. Et nous réclamons aussi qu'il y ait l'organisation régulière des concours. Le ministre avait promis qu'il y aurait un concours en décembre. Décembre est passé, il a dit non, que ce sera en février. Février est passé. À la rencontre du samedi, il promet encore qu'il y aura organisation de concours à la fin de l'année scolaire pour que ceux qui seront admis puissent prendre service à la rentrée prochaine. Donc, en un mot, je vous dirais, la rencontre de samedi n'a été que de promesses. Et cela a renforcé davantage notre position de durcir le mouvement, puisque nous sommes en mouvement à partir de demain, un mouvement de 96 heures. Les mardis, mercredis, jeudi, vendredi, nous sommes en mouvement. Et tant que l'autorité, puisqu'ils ne viennent avec aucune proposition et ils nous demandent d'aller en classe, comment est-ce qu'un enseignant qui ne mange pas puisse aller dispenser des cours? Un enseignant dans l'Ouémé, une vendeuse d'essence est venue saisir sa moto et son sac parce qu'il a acheté de l'essence à crédit et il n'a pas payé 35 litres. Et la dame est venue saisir sa moto et son sac. Nous sommes enseignants, ceci se passe devant les apprenants. Sans compter le nombre d'enseignants vacataires que les propriétaires renvoient de leur maison, qui vont dans la rue. Est-ce qu'on veut que le pays soit développé, mais on martyrise l'enseignant, on fait souffrir l'enseignant? Quand la crise va finir, nous sommes prêts à prolonger l'année et à nous plier en 4 pour que nos apprenants puissent rentrer, puissent se mettre au pas. Et puis finissons donc avec cette affaire dite de faux médicaments qui continue de défrayer la chronique. Des peines d'emprisonnement et de lourdes amendes pour des grossistes répartiteurs du secteur de la pharmacie. C'est donc le verdict qui découle de cette audience tenue la semaine écoulée. À ce propos, nous avons entendu notre micro-porte-parole de l'intersyndicale des pharmaciens du Bénin qui nous donne ici sa lecture de cette actualité
santé. Écoutons Dr Louis Koukwemedi sur des propos recueillis par Émeric Okupeli. Lazare Rosa. Nous avons suivi le procès et puis le verdict est tombé. Et nous avons dit au niveau de l'intersyndical que nous sommes juste surpris par le verdict compte tenu d'un certain nombre de raisons sur lesquelles je ne voudrais pas revenir ici. Et donc par rapport à cela, que nous respectons la décision de justice. Ce que je voudrais refuter ici, et de façon catégorique, c'est la communication qui est révélée dans les médias et qui fait croire que nous, pharmaciens d'officine, nous avons des faux médicaments dans nos officines de pharmacie. Mais ce que je veux dire, et pour rassurer les populations, c'est que les officines de pharmacie sont des établissements de santé légalement autorisés et qui sont sous contrôle de l'administration publique, notamment de la direction de la pharmacie et du laboratoire national de contrôle de qualité. Et j'ai pu amener, pour vous pouvoir apporter la preuve de mes affirmations, des certificats d'analyse, des médicaments qui ont été prélevés au niveau d'un certain nombre de pharmacies ces 4 dernières années par le laboratoire national de contrôle de qualité. Et à aucun moment, il n'a été reproché à une quelconque pharmacie d'avoir mis en vente des médicaments falsifiés. Les seuls lieux où on peut encore trouver des médicaments de qualité, ce sont les pharmacies. Pourquoi? Parce qu'elles sont sous le contrôle de l'État, dont la responsabilité est de veiller à la protection des citoyens. Mais les médicaments sont importés dans le pays sous le contrôle de l'État. Les industries pharmaceutiques sont éparpillées à l'étranger dans beaucoup de pays, donc on ne pourra pas vous dire exactement voilà le pays. Il est clair que le Bénin n'a pas d'industrie pharmaceutique là. Le peu qu'on a, les 2 qu'on a ne couvrent que 2% des besoins des Béninois. Donc nous sommes dépendants de l'étranger, 98%, que ce soit les pays asiatiques, les pays européens, ainsi de suite. Le gouvernement est dans ses prérogatives parce que c'est à lui que la Constitution a confié la mission de rendre accessible la santé à tous les citoyens. Et de ce point de vue, il revient au gouvernement, il appartient au gouvernement donc d'organiser le système de la santé de telle sorte qu'il soit au service de la population. Nous disons au niveau de l'intersyndical et nous le maintenons que nous sommes totalement à la disposition donc, du gouvernement, des décideurs, pour apporter notre pierre à l'édifice. Ce que nous prévoyons faire dans cette affaire, nous l'avons dit depuis le départ, c'est de ne poser aucun acte qui entrave la justice. Parce que tout autant comme les populations, nous aussi pharmaciens d'officine, nous sommes préoccupés de savoir ce qui s'est réellement passé dans le dossier qui est pendant devant la justice. Nous demandons et nous exhortons avec beaucoup de respect et de déférence le ministre de la Santé et le président de la République, qui est l'autorité suprême, de bien vouloir, l'audience ne se demande pas, bien entendu, dans les médias, mais nous avions déjà commencé par formaliser cette demande-là pour que les autorités nous reçoivent, pour que de concert, nous puissions opérer les réformes que nous savons tout de même qu'elles sont nécessaires et indispensables. Et voilà, ce sera tout pour les informations depuis Cotonou. Merci de l'avoir suivi. Brunel, je vous retourne l'antenne. D'ici là, portez-vous bien. Merci Emion, merci mesdames, messieurs de nous recevoir. Passez donc une très bonne soirée.